Bonjour à tous, je m'appelle Margot de Seine, j'ai 20 ans, et ma passion dans la vie, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, j'y partage des astuces, mes actualités, et on discute ensemble. Il arrive que parfois, dans le cadre de l'écriture de son roman ou d'un scénario cinématographique, on soit obligé d'utiliser une langue qu'on maîtrise mal, voire même une langue que l'on doit inventer. On connaît tous l'exemple du Seigneur des Anneaux avec sa multitude de langues, mais il y a également Game of Thrones, 1984, Avatar ou encore Eragon. Ils utilisent tous une langue inventée. Et je ne vous parle même pas de tous les films et tous les livres qui utilisent des langues étrangères dans leur script. Voici donc mes quelques astuces pour vous en sortir avec les langues dans votre roman. Ok, on va commencer. Supposons que vous ne vouliez pas inventer de langue. Eh bien, le plus simple, c'est de ne pas écrire la langue du tout. Pour le coup, c'est un conseil qui marche bien seulement si votre personnage ne comprend pas la langue et n'en aura pas besoin dans la suite du récit. Par exemple, dans votre thriller, votre personnage féminin principal se retrouve en Russie à la quête de quelqu'un d'autre, elle y reste peut-être une vingtaine de pages. Et bien là, pour le coup, si elle ne parle pas la langue, il n'est pas forcément nécessaire que l'on lise ou que l'on entende du russe. Ou en tout cas, distinctement. Par exemple, vous pouvez écrire ou montrer que votre personnage ne perçoit pas bien les paroles, qu'elles sont inintelligibles, ou pire, qu'il ne comprend pas les symboles qu'il lit. On comprend alors que c'est une langue étrangère qu'il ne maîtrise pas, et ça suffit. Pierre Bottero utilise cette méthode-là dans le tome 1 du Pacte des Marches-Sombres pour éviter de créer une langue différente entre les humains et le peuple des petits. Quand on est du point de vue des petits, les humains racontent des choses inintelligibles, et la première fois que Elana, l'héroïne, rencontre des petits, elle ne comprend non plus rien à ce qu'ils disent. Maintenant, s'il s'agit d'une langue étrangère existante, et que vous ne souhaitez pas appliquer la méthode que je viens de citer, vous allez devoir apprendre les bases. Prenons mon exemple. Dans ma saga, j'utilise de temps en temps la langue latine. Or, je n'ai jamais pris de cours de latin de ma vie, je ne parle pas du tout cette langue, et quand j'ai commencé mon roman, j'avais un niveau 0 au niveau des bases. Pire, je me suis même rendu compte que selon le traducteur que j'utilisais, la phrase finale n'était pas la même. Et je ne savais pas dire laquelle était la bonne. Ce que j'ai fait est simple, j'ai simplement regardé des vidéos ou été sur des sites qui apprenaient les bases de la langue latine. Et ça, vous pouvez le faire, peu importe la langue que vous souhaitez incorporer. Cela m'a aidé un petit peu à trouver quelles étaient les traductions qui me semblaient les plus justes par rapport aux règles que j'ai apprises. Le mieux serait que je prenne des vrais cours avec un professeur qui puisse vérifier mes traductions. Et j'y réfléchis sérieusement. Et je pense que vous devriez le faire aussi. Parce que si vous utilisez une langue étrangère que vous maîtrisez mal dans votre roman, cela reste la seule et bonne méthode pour être sûr d'éviter de faire des erreurs très grosses. Bon, maintenant que la non-invention de langue est passée, nous allons attaquer la partie la plus amusante de la vidéo, comment inventer une langue. Si c'est un procédé qui vous intéresse vraiment, je vous conseille de regarder le film qui suit la jeunesse de Tolkien, car pour le coup, on se rend compte que c'était un vrai génie linguistique. Quand on parle de langue inventée, on parle de langue construite, qui, à l'inverse des langues naturelles, a été créée par un petit groupe de personnes ou une seule personne sur un laps de temps très court. Les langues construites sont souvent plus faciles à apprendre que les langues naturelles parce qu'elles ont moins d'irrégularités, comme en témoigne notre langue française bourrée d'exceptions. Je pense notamment à l'espéranto, qui est une langue construite à visée internationale et qui est parlée dans plus de 120 pays. Créer une langue est un défi de taille, mais il est réalisable. On le fait parfois même très naturellement quand on est enfant. Voilà donc ce que j'ai trouvé sur le sujet et je vous mets en barre d'infos des liens pour vous renseigner un peu plus si vous le désirez. Commençons par le commencement, l'alphabet. Quand vous créez une langue, vous avez deux possibilités. Soit garder un alphabet existant, qu'il soit le nôtre, donc romain ou un autre alphabet déjà existant, soit en créer un, comme par exemple l'alphabet elfique de Tolkien. Dans les deux cas, vous serez bien obligé de retranscrire votre alphabet phonétiquement dans l'alphabet romain pour avoir une idée des sons que produisent vos lettres. Admettons que vous décidiez d'inventer votre propre alphabet et de créer des symboles. La chose la plus simple à faire est d'associer chaque symbole à un son. Mais certaines langues, elles, associent les symboles à une idée. On appelle ça des idéogrammes. Et donc ces langues utilisent ces idéogrammes souvent de base et les associent entre eux pour créer de nouveaux mots. Par exemple, on peut avoir un idéogramme, donc un symbole qui représente l'eau, un autre qui représente le ciel, et associés ensemble, ça donne la pluie. Je sais que si vous inventez vos symboles, vous serez tenté d'en inventer de très beaux, mais parfois de très compliqués. Mais je vous le déconseille. Gardez en tête que fondamentalement, une langue est créée pour être apprise facilement.
Alors le mieux pour vous, c'est de simplifier vos symboles et de les rendre les plus distincts possibles les uns des autres, pour éviter toute confusion. L'alphabet composé d'idéogrammes que je trouve personnellement le plus impressionnant est certainement le kanji japonais. Et il se trouve qu'il a tellement de symboles et tellement complexe que je serais incapable de vous l'expliquer sans avoir étudié un peu beaucoup le japonais. À moins d'être un passionné de langue, ce que je respecte totalement, si vous souhaitez simplement créer une langue pour votre histoire, je vous conseille de faire au plus simple pour vous éviter de vous embrouiller et de vous emmêler les pinceaux. Une fois que vous aurez fait ça, il faudra décider comment votre alphabet s'écrit. De gauche à droite, de haut en bas, de l'extérieur de la feuille vers l'intérieur. C'est vous qui décidez, c'est votre langue après tout. Bon, deuxième point. Maintenant que vous avez décidé de votre alphabet, par quoi réellement commencer? Je dirais qu'il y a énormément de manières différentes de commencer à créer une langue. On va donc choisir un point, le vocabulaire. Le plus simple est de débuter par les mots courants qui vont vous aider à faire des phrases basiques. Par exemple, les sujets, les couleurs, les animaux, les nombres, quelques verbes et pourquoi pas des lieux de base. Je vous conseille de regrouper tous les mots que vous créez dans un même endroit, par ordre alphabétique, que ce soit sur un carnet ou sur un document Word, et à chaque fois accompagné de sa traduction en français, pour ne pas oublier à quoi votre mot correspond. Après, il ne vous reste plus qu'à enrichir votre vocabulaire à chaque fois que vous pensez qu'un nouveau mot mérite une traduction. Je m'explique. Si vous écrivez de la fantaisie qui se passe dans un temps moyenâgeux, tous les équipements modèles sont inutiles à traduire. Par exemple, concentrez-vous sur ce qui est utile pour vous, quitte à rajouter des mots au fur et à mesure de votre histoire quand vous pensez en avoir besoin à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant dans votre langue et pourrait vous faciliter la tâche, c'est la mise en place de racines qui composent les mots. Exemple tout bête en français, la racine api est liée à l'apiculture, apiculteur, apiphobie, c'est lié aux abeilles. Ou la racine astro, qui est liée aux étoiles, donne astrologue, astrologie, astrophobie, etc. À vous de voir si vous voulez lier les mots entre eux pour ajouter une base morphique et syntaxique plus cohérente et plus solide. Ou si vous souhaitez que tous vos mots soient différents, ce qui est tout à fait possible. De même, tant que nous sommes encore sur le vocabulaire, demandez-vous comment vous voulez marquer le pluriel. Avec un S comme en français, avec simplement un changement de déterminant, ou selon le genre du mot comme en italien. Établissez des règles claires que vous notez quelque part et respectez-les. Maintenant, troisième point. Passons à la chose qui nous effraie tous, la grammaire. Si vous avez vu ma vidéo sur la concordance des temps, vous vous doutez bien que la grammaire, la conjugaison, ce n'est pas forcément la chose la plus facile pour nous. Et pourtant, vous allez devoir en créer une pour votre langue. C'est pourquoi je vous conseille qu'au lieu de vous baser sur une grammaire latine, donc une grammaire par exemple la grammaire française, la grammaire anglaise est un peu plus facile et vous permettrait d'en créer une aussi plus facile. En soi, vous retrouvez les mêmes temps ou des équivalents, mais par contre, vous allez gagner en simplification. Pour vous faciliter la tâche, évitez peut-être tout ce qui est terminaison, déclinaison pour chaque sujet, comme le font les langues latines. Mais gardez simplement une terminaison qui indiquera le temps, si vous êtes au présent, au futur, au passé, etc. Après, si vous souhaitez créer une grammaire riche de règles et d'exceptions, libre à vous, c'est comme vous voulez. Quatrième point, qui est un point vraiment essentiel dans la création d'une langue, mais auquel on pense rarement, l'ordre des mots. Vous pouvez très bien garder l'ordre des mots français, donc qui se compose souvent de sujets, verbes, compléments, ou décider de construire vos phrases totalement autrement. Par exemple, en allemand, il existe une règle qui fait que le verbe est pratiquement toujours en deuxième position dans la phrase. Et si vous ne souhaitez pas vous embêter, vous pouvez passer cette étape, mais je trouve que c'est toujours intéressant de savoir consciemment ce que l'on fait. Cinquième point. Tolkien disait une chose que je trouve extrêmement fascinante. Une langue est liée à sa culture. C'est pourquoi, en parallèle de la création de sa langue, Tolkien crée aussi des légendes, des mythes, des chansons, des poèmes, des expressions. Bref, des choses qui font vivre la langue. Parce que selon lui, il y a un lien fondamental entre la langue et la culture qu'elle exprime. Et donc ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner sur cette culture, et ça aussi je vous renvoie à ma vidéo sur la création d'univers, parce qu'effectivement les deux sont liés. Sixième et dernier point, mais il n'en est pas des moindres. Là pour l'instant j'ai surtout parlé des langues que l'on écrit, mais il est aussi important de noter, surtout pour les scénaristes, ceux qui regardent cette vidéo, qu'une langue s'écoute. Si vous avez déjà commencé à apprendre des langues étrangères, vous avez déjà dû remarquer que certaines lettres
ne se prononce pas de la même façon d'une langue à l'autre. Cependant, il y a bien une chose qui réunit n'importe quel humain sur Terre, et ça, peu importe sa langue parlée, la phonétique. En effet, 118 caractères phonétiques sont reconnus par l'Association phonétique internationale. Et il se trouve que selon les langages, nous n'utilisons pas les mêmes phones, ce qui rend parfois notre prononciation difficile quand on s'essaye à une nouvelle langue. Il est donc important de vous poser la question sur quels sont votre langue produit, quels phones ces adeptes peuvent utiliser, et d'autres qu'ils sont incapables d'utiliser aussi. Une fois que vous aurez identifié ces phones, vous devez maintenant passer par l'accentuation. Pour les mots, on appelle ça un peu stress en anglais. Cela est très présent en espagnol avec ce qu'on appelle l'accent tonique. Donc certaines langues appuient sur certaines parties du mot. De même, en plus du stress des mots, vous allez avoir le ton de votre phrase. Pour le coup, c'est la langue anglaise qui est le meilleur exemple. Certains mots dans la phrase vont être plus accentués que d'autres. Et ce qui fait que, quand on écoute votre phrase, on n'a pas cette linéarité que l'on a parfois en français qui s'arrête simplement à la fin de la phrase, comme je viens de le faire. Mais on a cette montée, cette descente, cette montée, cette descente, et dans l'espagnol, cette montée, cette descente intervient même dans les mots. Je vous avoue que je n'ai pas les meilleurs accents du monde, donc je ne vous donnerai pas d'exemple, mais si vous posez la question à n'importe quel professeur d'anglais ou n'importe quel professeur d'espagnol, il saura vous répondre et vous donner un exemple de ce qu'est une accentuation de mots ou un ton dans une phrase. Pour certaines langues, nous allons plus loin, le ton se veut phonétique. Je pense par exemple au mandarin, pour qui le même mot en apparence, selon la manière dont il est prononcé, donc selon le ton utilisé, peut prendre des significations totalement différentes. Ce qui est un vrai casse-tête pour moi et ma prononciation compliquée dans les autres langues. Enfin, toujours dans le son, posez-vous cette question essentielle. Comment voulez-vous que votre langue sonne ? Vous souhaitez un son harmonieux, plus dur, plus rêche ? Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez observer les langues existantes, définir le son qui vous intéresse et vous intéresser sur quels sont les phones qui reviennent le plus souvent dans cette langue, mais aussi comment sont rythmées leurs phrases ou s'il y a différents niveaux de langage. Bien qu'en anglais ou en français, il y a différents niveaux de langage. On va avoir des langages très soutenus ou de l'argot par exemple. Bref, qu'entendez-vous dans cette langue qui vous intéresse et qui peut inspirer la vôtre ? Parce que on a beau dire, Tolkien a créé des langues super impressionnantes, mais il s'est quand même basé sur des langues existantes. Ça n'enlève rien à son travail, mais ça prouve que pour créer une langue, ce n'est pas grave de vous en inspirer d'une autre, rien que pour les prononciations et les sons qu'elle produit. Voilà, c'était tous les points qui me semblaient importants avant de créer une langue dans son roman. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, voire même, soyons fous, à cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur YouTube ou dans mes podcasts que je laisse en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!